Bien, rebonsoir, chers auditeurs de Radio Courtoisie. C'est la deuxième partie du Libre Journal du lundi soir. Je m'appelle Thierry Lenz et je reçois ce soir un historien qui a consacré plusieurs ouvrages déjà, en dépit de son très jeune âge, il a 33 ans, euh, au gaullisme, au baron du gaullisme, au gaullisme social et désormais aussi à Charles Pasqua, dont nous allons bien sûr beaucoup parler ce soir. Bonsoir Pierre Mananti. Bonsoir Thierry Lenz. Vous êtes normalien, vous êtes un spécialiste de l'histoire de la Ve République et vous avez donc déjà, malgré ce jeune âge que je signalais, 33 ans, vous en êtes à votre quatrième ouvrage, Histoire du gaullisme social en 2021, une biographie d'Albin Chalandon en 2023, un ouvrage sur les barons du gaullisme, on en dira quand même quelques mots parce qu'il est très intéressant aussi en 2024, et là vient de paraître aux éditions Passé Composé une biographie de Charles Pasqua dans l'ombre de la République, un livre que j'ai terminé tout à l'heure et que j'ai trouvé, ma foi, excellent. Pour les gens comme moi qui ont un petit peu vécu, on va dire, l'épopée du terrible Monsieur Pasqua, ça nous a rappelé des souvenirs, ça les a précisés aussi, on en parlera tout à l'heure au moment où on parlera de quelques affaires auxquelles a été mêlé Charles Pasqua. Ça nous a rappelé que finalement la justice après a dit qu'il n'y avait rien, hein, ce qu'on avait un petit peu oublié. Et puis, on va présenter un petit peu le personnage pour nos plus jeunes auditeurs, parce que évidemment, il est mort il y a 10 ans. Et est-ce qu'il a été oublié? On va le voir. Peut-être n'est-il pas oublié dans les milieux politiques que vous connaissez bien, puisque vous avez travaillé au Parlement, dans des cabinets ministériels. Vous travaillez maintenant dans une société privée. Euh, donc vous avez un regard un petit peu informé sur ce qui se passe dans les coulisses de cette Ve République. Mais vous êtes, je le redis, historien, puisque vous êtes aussi membre du conseil scientifique du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Vous êtes ambassadeur de la Fondation Napoléon, donc ça veut dire, les auditeurs auront compris que nous nous connaissons, alors on peut le dire presque depuis longtemps maintenant. Alors, ma première question, c'est vraiment pour ces auditeurs qui ont un petit peu oublié qui était Charles Pasqua. Alors, qu'est-ce qui est intéressant chez Charles Pasqua dans sa biographie générale, hein, sans entrer pour le moment dans le détail? Alors c'est un personnage qui vraiment enveloppe non seulement la Ve République, vous l'avez évoqué, mais aussi presque tout le XXe siècle. Parce qu'à travers lui et à travers son histoire, c'est une certaine histoire de la France contemporaine. Il est né dans les années 1920, c'est-à-dire dans l'entre-deux-guerres. Il est jeune résistant, jeune maquisard pendant la Seconde Guerre mondiale. Il vit sous la Quatrième République euh, comme jeune commercial dans une société chez Paul Ricard, les heures et les malheurs de cette France qui se reconstruit, qui en même temps peine à se sortir de ses démêlés politiques, et d'une Quatrième République qui finalement laisse tout le monde dans une situation très vexatoire. Il est un des jeunes gaullistes qui, en 58, est essentiel au général de Gaulle, à son retour du pouvoir, un de ses militants les plus farouches. Il est là vraiment à tous les grands rendez-vous de l'histoire du gaullisme. En mai 68, c'est un de ceux qui organise cette grande manifestation gaulliste sur les Champs-Élysées en faveur de Gaulle. Et puis, tout ça, ce serait déjà suffisant à en faire un personnage intéressant. Il va en réalité commencer sa carrière sur les décombres du gaullisme, sur le départ du général de Gaulle. Il va ensuite être élu député en 68, sénateur en 77. Il est élu dans les Hauts-de-Seine où il va créer véritablement un empire. On parle souvent de lui comme un baron, voire même l'empereur des Hauts-de-Seine. Il va en être le président du Conseil général pendant très longtemps. Il va y forger toute une génération politique. Donc c'est aussi ce qui est intéressant à travers le personnage, c'est l'empreinte qu'il laisse dans le temps long. Derrière lui, ce sera des Patrick Devedjian, Patrick Balkany, Nicolas Sarkozy, bien sûr, qui vont être formés à l'école Pasqua et travailler cet héritage. Et puis, il sera, à partir des années 70, l'homme qui, avec Jacques Chirac, va créer le RPR, le Rassemblement pour la République, va l'accompagner dans mille aventures, dans sa conquête du pouvoir, et puis va aussi le combattre, être face à lui, être contre lui au moment de Maastricht en 92. Grande aventure électorale s'il en est à droite, grande aventure militante aussi. Il va en 99 s'allier à Philippe de Villiers contre l'Europe fédérale pour justement un retour à la souveraineté des nations. Et il ne va quitter la scène politique qu'en 2012. Et même, lui qui est mort en 2015, quelques semaines avant sa mort, va tenir à assister au premier rang
au meeting fondateur des Républicains. Donc c'est vraiment, on dit souvent, les hommes qui ont vécu par l'épée meurent par l'épée. Pasqua, qui a vécu par la politique, est mort par la politique. Ouais. Et toute sa vie, finalement, raconter sa vie, c'était raconter l'histoire du XXe siècle. Oui, et raconter l'histoire de la droite aussi, avec à la fois ces moments un petit peu, on va dire, un peu lumineux, puis ces moments très très sombres de division. Est-ce que on verra peut-être que c'est à travers toutes ces divisions de l'après-De Gaulle, c'est-à-dire y compris du pendant Pompidou, évidemment Giscard et Chirac, c'est là que la droite est devenue ce qu'on a dit parfois la plus bête du monde, c'est-à-dire qu'elle se divise juste avant de remporter une élection. Oui, c'est vrai. Malraux avait cette formule, il disait le gaullisme, c'est le métro à l'heure de pointe. Finalement, De Gaulle avait réuni autour de lui des gens complètement différents, parfois souvent d'avis opposés, mais qui avaient su se fédérer autour de la figure du général De Gaulle. Et après De Gaulle, la droite n'a vécu que des suites répétées de divisions de sa propre famille autour de Pompidou, que ceux qu'on a appelés les gaullistes de gauche vont accuser d'être un vilain libéral, puis autour de Giscard, que Chirac va d'abord soutenir avant de l'attaquer entre 76 et 81, et puis même jusque 88. Et donc il va vraiment y avoir... Charles Pasqua va vivre tous ces moments de division de la droite jusqu'à Maastricht. Je l'évoquais il y a quelques Ouais. instants, moment où la droite qui est sur le point de s'emparer du pouvoir en 93 se retrouve divisée. Faut-il être pour une Europe fédérale, au contraire pour une France forte de sa souveraineté? Et Charles Pasqua va à ces différents moments d'abord plaider l'unité, parce que lui, qui est profondément gaulliste, le sens du rassemblement, rassembler les Français autour d'un projet politique, c'est quelque chose qui compte pour lui. Et puis en même temps, c'est quelqu'un qui est fier de ses idées, les défend farouchement, et ça va parfois l'amener, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure des heures, mais aussi des malheurs de la droite. Charles Pasqua est aussi l'incarnation d'une certaine rigidité, d'une certaine dureté dans les propos, d'une certaine violence dans les propos politiques, qui a pu lui donner un certain nombre d'opposants. C'est l'homme des coups, c'est l'homme Des des mauvais coups, menaces, on a dit aussi. des mauvais coups, c'est vrai, des coups tordus parfois. C'est quelqu'un qui s'est donné, j'emploie dans le livre l'expression de moine soldat de la politique. Ouais. Il était persuadé de la justesse de sa cause et donc il s'y est donné pleinement. Et on sent à travers cet engagement politique quelque chose de très beau, l'engagement militant sincère, celui qui est prêt à se lever à 3 heures du matin pour aller coller des affiches pour son candidat, et puis celui qui aussi, parce qu'il est persuadé de la justesse de sa cause, peut se fourvoyer, peut aller jusqu'à l'erreur, jusqu'à la faute. Ça va de donner le coup de poing à un adversaire politique. Il l'a fait jusqu'à se retrouver dans des situations de malversation financière et la fin de sa vie a été marquée par une succession de procès plus ou moins compliqués pour lui. Oui. Alors, écoutez, on va tout, non pas donner tout ce qu'il y a dans ce livre parce qu'on ne pourrait pas, l'émission n'y suffirait pas, mais on va essayer de rappeler un petit peu. D'abord, la première surprise, c'est Pasqua, c'est un Corse, c'est ce qu'on se disait. Hein, c'est un Corse, donc on imaginait qu'il était né dans un petit village de montagne, qu'il y avait passé toute sa vie. Alors en fait, on apprend que ses origines assez lointaines, il faut quand même le dire, ne sont pas corses, mais surtout qu'il n'est pas corse au sens où il n'a pas passé sa jeunesse en Corse. Il est même pas né en Corse d'ailleurs. Non, c'est vrai, il est né à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Alors, ça fait partie de ces nombreuses énigmes. Lorsque je me suis lancé dans l'histoire, dans la rédaction de cette biographie de Charles Pasqua, mon éditeur, d'ailleurs, m'a posé la question, mais qu'est-ce que cette biographie va apporter de neuf? Que veux-tu raconter? J'ai dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de suppositions sur Pasqua, beaucoup d'idées reçues. Et il est temps qu'il y ait un travail historique. Il y a eu un certain nombre de livres faits par des journalistes dans les années 90, mais depuis que Charles Pasqua est mort, il y a 10 ans maintenant, personne ne s'était penché justement sur les vérités et les contre-vérités de sa vie. Ses origines corses en sont vraiment l'exemple. Il était fier de cette corsitude, de ses racines corses, de ses attaches en Corse. Il parlait la lingua corsa, parce que c'est la langue qu'on parlait à la maison, que son père lui a inculquée. Mais lui-même est né à Grasse. Alors, l'histoire vaut le détour pour ceux qui nous écoutent, parce que en réalité, elle participe un petit peu à la mythologie du personnage. Il a des parents, des grands-parents qui, eux, sont nés en Corse, et son père, qui est un petit berger modeste de la montagne corse, tombe amoureux de la fille d'un forestier, donc il produit du bois. Et ce forestier, lui, ne veut pas entendre que sa fille, qui est allée au collège, qui a fait des études, qui par ailleurs est sa fille préférée, épouse un petit berger de la montagne. Et donc, le père de Charles Pasqua enlève cette jeune fille dont il est tombé amoureux à dos de mule. Il l'emmène passer une nuit romantique dans le maquis. Un enfant né de cette union illégitime, le frère aîné de Charles Pasqua, et la famille est obligée de quitter précipitamment la Corse pour aller vivre dans les Oui. Alpes-Maritimes. La vendetta les guette. La vendetta les guette, et vraiment, il y a tous les ressorts du drame à la Roméo et Juliette
Et l'histoire de Charles Pasqua, je raconte cette anecdote parce que vraiment, elle est marquée d'un caractère très romanesque. Et le fait même de sa naissance, le fait même qu'il ait été arraché à ses origines corses Mmh. par cette histoire d'amour interdit, par ce départ de son père. Et puis alors, on peut rajouter au tragique, son père est d'abord éloigné pendant que sa mère, enceinte de son frère aîné, elle reste en Corse. Une épidémie de fièvre typhoïde s'abat sur la Corse. Sa mère et son frère aîné sont au bord de la mort. Son père revient tragiquement sur leurs traces, les retrouve. Et là, miraculeusement, ils sont sauvés. Donc, on les pardonne de ce péché interdit. Enfin, il y a vraiment tous ces ressorts du drame et du mélodrame dans la vie de Charles Pasqua. Et donc, lui va grandir en Provence. Il parle d'ailleurs le provençal. Il est très marqué par cette identité provençale. Il va vivre en Provence jusque ses 25 ans à peu près, hein. Il ne va pas quitter la région avant. Euh, il lit beaucoup des auteurs provençaux. Il est marqué par cette culture, les sonorités de la langue provençale. Et en même temps, la Corse fait partie de son identité, d'abord par l'histoire de ses parents, aussi par le fait que deux de ses grands-pères, son grand-père paternel et son grand-père maternel, vont venir vivre à ses côtés à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, et donc vont participer à l'éduquer aux sonorités de la langue corse, au culte de la terre, aussi au culte du secret, qui finalement est important pour Charles Pasqua. Et donc, bien que n'étant pas né en Corse, il va toute sa vie durant cultiver cette attache à la Corse, ses racines corses. Il va en politique s'entourer de beaucoup de Corses. Ouais, réseau Jean impressionnant. Thibéry, Ouais. Roger Romani, Achille Peretti, pour n'en citer que quelques-uns, de ceux qui va vraiment associer à lui. Et d'ailleurs, Patrick Balkany, qui fait partie de ceux que j'ai été interviewé pour les besoins de ce livre, me disait qu'au début de sa carrière, lorsque Charles Pasqua le prend à ses côtés, il lui dit, écoute, tu veux pas changer ton nom, aller à l'état civil et mettre un I à la place du Y, comme ça fera plus corse. C'est dire vraiment la culture des réseaux corses que Pasqua avait, et l'image qu'il a lui-même construit d'un parrain corse en politique. Ouais, alors pour le meilleur et pour le pire, on parlera un tout petit peu des casinos africains, enfin on aura le temps d'en parler. Heu, Là aussi, quelque chose enfin moi qui l'ai croisé, quelques fois, c'était un homme, très, très souriant, très au fond très, très aimable alors que tout le monde avait peur de lui. Et il a eu une vie assez exemplaire sur le plan familial. Ça, c'est quand même quelque chose que d'ailleurs que vous signalez à un moment donné parce qu'on lui fait des offres, si je puis dire, et qu'il refuse absolument. Alors il a toujours été marié avec la même épouse et puis il a eu un fils Pierre qui est décédé juste avant lui. Vous avez eu des contacts avec la famille, Pasqua pour préparer ce travail? Oui, bien sûr. D'abord, ce livre n'aurait pas pu se faire sur la famille de Charles Pasqua. Pourquoi? Parce que moi, j'ai essayé de faire un travail d'historien, c'est-à-dire à partir de sources, et donc notamment de sources écrites, de documents. Et Charles Pasqua avait laissé à sa mort un certain nombre d'archives conditionnées à l'accord de sa famille. Et sa famille, ses deux petits-fils en l'occurrence, les fils de son fils Pierre que vous venez d'évoquer, m'ont donné l'autorisation d'accéder à ces archives. Alors c'était des monceaux d'informations, Ouais, hein, quasiment 80 cartons, d'à peu près 500 feuilles chacun. Donc ça vous laisse ouais. imaginez l'immensité de ce que sont les archives de Charles Pasqua, avec des documents d'une valeur inégale entre eux. Donc il a fallu aussi trouver ce qui pouvait être intéressant et puis résumer le personnage. Le but n'était pas de faire un dictionnaire Charles Pasqua, mais de Ouais. faire une biographie qui l'appréhende dans toute sa complexité. Et la famille de Charles Pasqua m'a aussi permis, justement, et c'était intéressant, non pas seulement de traiter Pasqua, le personnage politique, mais aussi Pasqua, l'homme. Mmh. Et là, vous l'avez dit, c'est important, son épouse, Jeanne, qui était une Canadienne d'origine française, qui est revenue vivre en France après la crise de 1929, qu'il a rencontrée un tout petit peu après la guerre, qu'il épouse tout de suite et avec qui il a vécu toute sa vie, a été un personnage fondamental auprès de lui. Ça a été une épouse aimante, bien sûr, la mère de son fils, mais aussi sa conseillère. Et j'ai voulu, à travers ce livre, rendre hommage à Jeanne Pasqua parce que dans les moments difficiles, elle a toujours été avec lui. Alors, dans les moments politiques, dans des moments aussi un peu moins connus. En mai 68, Charles Pasqua, qui est une des figures du SAC, on en parlera peut-être tout à Oui, bien l'heure, sûr. est On a déjà chargé des de... questions sur le Ah, sac, on a donc déjà une ouais, question. ouais. Bon, Charles Pasqua est chargé de cacher les archives du SAC dans les jours terribles de mai 1968. Et c'est Jeanne Pasqua, un pistolet à la main, l'œil caché sur le judas de la porte, qui vérifie que c'est bien son mari qui rentre et pas quelqu'un qui veut voler ses archives. Donc, elle a vraiment ce rôle fondamental auprès de lui. Elle va l'accompagner dans tous les moments. Et il a pour elle beaucoup d'amour, une vraie tendresse. Et puis, il faut le dire par ailleurs, une espèce de paranoïa. Alors, il a ce mot, il dit dans un de ses livres, puisqu'il a écrit un certain nombre de livres politiques, mais aussi biographiques, il dit, moi, je n'ai jamais été l'esclave du sexe.
Et d'abord parce que j'étais persuadé que si on me faisait des avances, c'est qu'il y avait derrière manipulation, coup, qu'on me voulait du mal. Et il raconte notamment l'histoire selon laquelle, dans les années 90, il est approché par une riche donatrice qui le fait venir chez elle, la porte est entrouverte, et il la trouve en petite tenue sur le lit. Et là, il s'enfuit à toute vitesse. Et quand il en parle à des amis, on lui dit: mais pourquoi t'es-tu enfui? Pourquoi n'es-tu pas resté avec elle? Il dit: c'est pas possible. Avec mon physique, c'était forcément un coup de mes adversaires qui voulaient me filmer ou me Ouais. prendre en photo. Ça laisse aussi imaginer le personnage qui était parfois retors, qui était maître des coups bas, homme de l'ombre. Moi, j'ai choisi sous-titre de l'homme de l'ombre de la République, dans l'ombre de la République. Et ça fait partie un petit peu du personnage. Drôle de flic, enquêteur, toujours à regarder un regard suspicieux sur les autres, et ça explique aussi son rapport à sa famille qu'il a beaucoup protégée. Comment dire, la famille a un culte du grand-père ou de l'arrière-grand-père. Ils essaient non pas de le réhabiliter, le mot n'est pas bon, mais enfin, ils essaient de le faire mieux connaître. Moi, Alors, je pense par exemple, les textes de lui que vous publiez sont vraiment excellents, quoi. C'est-à-dire, ils ont en plus une actualité sur le souverainisme, sur la défense, enfin, etc., qui est, enfin, je veux dire, on le dit souvent sur Philippe de Villiers, il avait raison il y a 20 ans, mais Charles Pasqua avait raison il y a 40 ans. le personnage mériterait d'être relu. Vraiment, moi, Ouais. j'ai redécouvert, d'ailleurs, pour les besoins de ce livre, j'ai relu tout ce qu'il avait produit, bien sûr ses archives, mais aussi ses livres. Beaucoup des choses qu'il disait mériteraient d'être redites aujourd'hui et d'être lues aujourd'hui. Peut-être une invitation Ouais. à republier des textes de Charles Pasqua. Sa famille, en tout cas, était attentive à ce qu'on puisse raconter le personnage de manière apaisée. Mm. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec ses deux petits-fils qui n'ont été ni dans l'apologie, ils n'étaient pas là pour que je fasse le portrait de Saint Charles Pasqua, ni au contraire dans le procès. On m'a pas demandé de déterrer toutes les affaires. J'ai pu travailler très sereinement en accédant à très nombreux documents sur des pages glorieuses, l'épopée Ricard, le RPR, sur des pages beaucoup plus douloureuses, les affaires, elles ont été nombreuses, le sac. En tout cas, j'ai pu travailler tranquillement et poser dans une période un peu plus apaisée, vraiment je reviens Mm. sur ce mot, un peu plus apaisé politiquement, un portrait brut du personnage, tout en nuances, parce qu'il le mérite, qui permettait de dire à la fois le bien et le mal qu'on peut en penser. Ouais. Alors, commençons par le bien, parce que on l'a oublié. On le disait parfois dans les années 80, au sommet de non pas de sa popularité, mais au moment où il est apparu sur la scène populaire, si l'on veut, il a été résistant. Alors ça, il est né en 27, hein, donc pour être résistant, il fallait être très jeune, hein. Oui, alors ça fait partie de ce qui donne du souffle au personnage et puis ce qui le rend admirable, parce que le mot, je pense, mérite d'être pesé et mérite d'être dit quand on parle de Charles Pasqua. Il a 15 ans à peine 16 ans, 15 ans et 9 mois lorsqu'il s'engage. Alors, il faut se resituer dans l'époque. Pour les Alpes-Maritimes, le sujet, c'est pas l'Allemagne hitlérienne, c'est l'Italie fasciste. Et pour la famille Pasqua, on a évoqué il y a quelques instants ce rapport familial, mais presque charnel à la Corse. La Corse est menacée d'occupation, d'annexion par l'Italie fasciste, et donc les Pasqua, père, oncle, cousin, ont pour le voisin italien une certaine inquiétude, quand ce n'est pas une certaine animosité. Et donc, sitôt après l'entrée en guerre, Charles Pasqua, qui est un jeune enfant, il a 13 ans ou 40, regarde la débâcle des armées françaises, apprend l'armistice signé, enfin déclaré par le maréchal Pétain avec beaucoup d'amertume. Et très rapidement, il comprend que son père, qui est policier, son oncle, qui est un communiste, Charles Pasqua grandit d'ailleurs dans une famille socialiste, comme Ouais. quoi on peut être issu d'un milieu Ça de l'en a gauche, guéri, ça l'en a guéri. C'est ça l'en a peut-être une guéri. forte dose. Alors, d'ailleurs, mais je vous en dirai un mot dans quelques instants, c'est vraiment la guerre qui l'a guéri de la gauche. En tout cas, il grandit dans ce milieu où son père, ses oncles, ses cousins s'engagent dans la résistance. Et puis, il y a un déclic. En 1942, les Allemands et les Italiens envahissent la zone libre, après le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Et là, l'oncle de Charles Pasqua, qui dirigeait ce réseau, est arrêté. Il était communiste, il était connu des autorités italiennes et allemandes. Il est déporté avec son épouse. Et c'est le père de Charles Pasqua qui reprend la tête de ce réseau. Et là, à 15 ans et 9 mois,
Charles Pasqua, sous le pseudonyme de Prairie, va s'engager dans la résistance. Alors au début, il va observer les déplacements de troupes, les reporter sur des cartes. En même temps, il a vraiment le désir de combattre les armes à la main. Il va prendre tous les risques. Il va aller déminer un champ de mine avec un couteau. Après le débarquement des Alliés en Provence en août 1944, il va se battre les armes à la main, mitraillette Thompson à l'épaule contre les Allemands et puis contre les Italiens. Et d'ailleurs, c'est son père qui, plus d'une fois, va devoir le retenir par le col en disant: mais là, tu es trop fou, tu prends trop de risques, il faut absolument que tu t'arrêtes, tu retournes à tes études, tu es un jeune homme, tu as combattu, tu as été résistant, tu as fait suffisamment. Et puis, revenant dans Grâce libérée, où les troubles ne cessent pas immédiatement parce que justement, les communistes en particulier, les francs-tireurs et partisans comme on les appelait, se disent que c'est peut-être le moment de créer des soviets en France et de prendre le pouvoir, eh bien règlent leur compte et Charles Pasqua le jeune Charles Pasqua est témoin d'un certain nombre d'exactions. Ça va des lynchages à 2 jeunes femmes, une mère et une fille qu'il voit tondues, à même la rue. Le maire de Grasse sera lui-même, battu et laissé, handicapé à vie après, cette agression. Et il est vraiment dégoûté par cette séquence et persuadé que les communistes sont une menace pour le pays. Et c'est de là qu'il va tirer son anticommunisme. C'est de ces scènes dont il va être le témoin à la Libération. Et pour lui, finalement, le plus à même à s'opposer à l'arrivée des communistes en France, c'est De Gaulle. De Gaulle qu'il regarde d'abord avec ses yeux de résistant, parce que c'est le chef des Français libres, le chef des Français qui résistent, mais De Gaulle qui en 1947 crée un parti, le Rassemblement du peuple français, et donc pour Charles Pasqua, une évidence, adhérer à ce Rassemblement du peuple français. Ouais, alors là, il y a toute cette histoire de Pasqua au sein du RPF, du RPF, des groupuscules qui en sont issus, etc. Je pense qu'on va essayer de passer vite parce que je voudrais vraiment qu'on aborde la carrière politique sous la Ve République, mais juste, enfin, je me rappelle bien au début des années 80, lorsque Charles Pasqua, encore une fois, est apparu au grand public, beaucoup plus connu à ce moment-là, tout le monde se moquait de lui parce qu'il avait été, je cite, représentant chez Ricard. Alors en fait, en vous lisant, on s'aperçoit qu'il n'a pas été seulement représentant chez Ricard, mais qu'il a été un des patrons de ce qui est devenu aujourd'hui Pernod Ricard. Et je dirais, vous racontez aussi, alors là, j'aimerais bien vous le faire raconter, mais il faut qu'on tienne avec le temps, les méthodes commerciales qui ont été inventées à la fois par Pasqua, mais par Paul Ricard aussi lui-même, qui est une espèce de petit génie de la pub, quoi. Hein. Oui, alors je fais court, mais pour donner un petit peu Ouais. le goût ou l'envie, en tout cas à ceux qui nous écoutent, de lire la biographie et découvrir plein d'anecdotes. Charles Pasqua, après avoir un peu vivoté, il est détective privé, plagiste, effectivement, et embauché par Paul Ricard en 1952. D'abord comme commercial vraiment de base. Il vend du pastis Ricard dans les petits bistrots de Marseille. Et puis, à la suite de différents coups, il propose des méthodes de publicité assez innovantes. Il embarque avec lui des anciens footballeurs qui lui permettent de faire la promotion de Ricard. Au moment de la crise pétrolière du canal de Suez en 1956, il organise une caravane d'ado de chameaux pour livrer du Ricard. Enfin, bon, il va vraiment se faire remarquer par Paul Ricard et donc il devient commercial, patron de la région provençale, puis directeur des ventes France et Monde. Et dans les années 60, il est carrément le numéro 2 de la boîte parce que Paul Ricard a reconnu le talent de ce jeune homme qui non seulement fait de la politique à côté du travail et effectivement milite dans tout un tas de clubs, mouvements et partis gaullistes, mais aussi est une figure de l'aventure Ricard, reconnue par ses pairs. Et les journaux de l'entreprise Ricard, d'ailleurs, fourmillent d'anecdotes sur les aventures de Charles Pasqua, sa figure, son style. Et il va importer ces méthodes de marketing dans la politique. Ouais, voilà. Lorsqu'il crée avec Chirac le RPR, j'avance un petit peu dans le temps, mais Ouais. il va, le fait que le RPR lance des pins, mette des restaurants au milieu des meetings, le fait que Chirac fasse désormais campagne avec des hymnes de campagne. J'invite nos auditeurs à réécouter l'hymne de Chirac pour Ah, Paris en 77, vraiment un tube collector. C'est Charles Pasqua qui va pousser Chirac dans cette transformation de la vie politique. C'est lui qui, revenant des États-Unis, conseille à Chirac en 81 d'utiliser des prompteurs. 81, première campagne lors de laquelle les politiques utilisent des prompteurs pour ne plus lire leur discours sur les pupitres, mais regarder un écran à distance. Charles Pasqua va vraiment se servir de cette aventure Ricard pour être plus fort en politique. Donc c'est pas juste anecdotique et ouais, une ouais. phrase de son CV, c'est une étape importante qui le conduit à la Oui, politique. donc puis l'industrie, ça a de l'importance et il a fait fonctionner. Moi, j'ai adoré cette histoire de fleurissement de la statue de la Vierge à Lourdes où tous ceux qui arrivent avec des fleurs les déposent avec
avec une cruche Ricard qu'on a tous connue, ce qui fait que la cruche Ricard reste à l'antenne pendant des heures. Et ce qui Et lui a c'était... valu d'ailleurs une menace d'excommunication de l'évêque. Ouais. Alors donc, Ricard, le RPF, évidemment, il faut... Dans le cadre du RPF, on crée un service d'ordre, et c'était la première question qui m'est arrivée, qui va devenir le SAC, le service d'action civique. Alors ça, on va dire, c'est un peu une pierre dans le jardin de Charles Pasqua, qu'on a lancé d'ailleurs très grosse à l'époque des gouvernements Mauroy et suivants, mais qui en fait n'est pas une si grosse pierre que ça, parce qu'il n'a pas été le grand maître du SAC, quoi. Hein. Non, alors effectivement, le RPF, donc le Parti gaulliste de la 4ème République, a, comme tous les partis politiques de l'époque, un service d'ordre. Le service d'ordre, il sert à deux choses. D'abord, à se protéger de ses adversaires, donc protéger les meetings, les candidats pendant les campagnes, et puis aller chahuter justement les meetings des adversaires, les campagnes des adversaires, coller, arracher des affiches. Charles Pasqua est vraiment un militant de base qui, dans les années 40 et 50, participe au service d'ordre du RPF, fait son école politique et son école militante dans ce service d'ordre, assiste à quelques incidents, je reviens sur certains dans le livre, et est reconnu dès cette année comme voilà, un des gros bras du parti gaulliste, un type qui n'a pas peur de se lever tôt pour aller cogner du communiste et qui n'a pas peur de mettre les mains dans le cambouis. Effectivement, lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 1958 et crée l'UNR, l'Union pour la Nouvelle République, il est décidé qu'il faut lui créer un service d'ordre. Et là, décision nouvelle, innovante, ce service d'ordre, cette fois-ci, sera autonome. Il ne sera pas rattaché au parti, ça sera vraiment une structure à part. Et on crée ce service d'ordre sous le nom de Service d'action civique, le SAC. Charles Pasqua n'y adhère pas tout de suite. Là, on tue un petit peu la légende, hein, pardon de démystifier, peut-être Mais il le faut. de décevoir certains auditeurs, mais Charles Pasqua, qui s'est pourtant lui-même présenté à un moment comme un fondateur du SAC, notamment dans une interview de l'Aurore de 79, qui a été à très nombreuses reprises racontée et utilisée par la suite. En fait, Charles Pasqua n'adhère au SAC qu'en 1962. Il a alors des responsabilités dans sa région, la région provençale, et ça n'est qu'en 1965 qu'il va entrer à son bureau national. Donc on est loin du grand Manitou qui, dès le début des années 60, finalement, aurait la haute main sur ce service d'ordre. Et puis, effectivement, les fonctions nationales de Charles Pasqua au sein du SAC coïncident dans les années 60 avec un certain nombre de polémiques qui touchent le service d'ordre. Alors ça va de l'assassinat d'un commissaire dans le 17e arrondissement de Paris à des enlèvements, des vols de banques. Enfin, le SAC va souffrir de cette réputation d'un certain nombre de ses membres. On dit qu'un certain nombre de personnalités de la pègre se protègent de la police justement en arborant ou en présentant des cartes du SAC et donc en espérant être protégés par le pouvoir. Et Charles Pasqua qui était barré de tricolore, là. qui était barré de tricolore, Ouais. donc toute cette mauvaise réputation du SAC rejaillit sur lui. Et en même temps, dès que Charles Pasqua a vraiment des fonctions au plus haut niveau au sein du SAC, je pense notamment à 1968, où là il est de ceux qui organisent la grande manifestation du 30 mai sur les Champs-Élysées, et il est au sommet de sa carrière au sein du SAC, il en est sorti. Il en est sorti par Georges Pompidou et Jacques Foccart, qui ont un avis assez critique sur lui, qui ont su l'utiliser par le passé, notamment au moment des législatives 67, parce qu'ils avaient besoin du SAC pour faire campagne. Mais après l'élection présidentielle 69, Pompidou, qui est persuadé que sa femme a été salie dans le cadre de l'affaire Markovitch, où on l'a accusé de participer à des parties fines à cause du SAC, décide de se séparer de certains éléments, veut même supprimer le SAC. Et Foccart et Pierre Juillet, les deux conseillers de Pompidou, lui disent écoutez, on en a besoin. OK pour faire un ménage au sein du service d'ordre, mais et il faut garder le service en tant que tel. Et Charles Pasqua fait les frais de ce nettoyage. Donc vous voyez bien que entre l'histoire souvent racontée d'un homme qui aurait été pendant 20 ans le grand Manitou du service d'ordre et celle plus décevante, mais réelle, d'un militant certes monté entre 62 et 69 au plus haut niveau de ce service d'ordre, mais en réalité pas coupable de toutes les exactions commises dans le cadre de ce service, et puis mis à la porte en 69, il y a une différence qui méritait d'être racontée. Archive à l'appui, je le redis, pas seulement archive orale. J'ai beaucoup travaillé notamment sur la commission d'enquête qu'il y a eu sur le SAC, commission d'enquête en 82, faite par la gauche socialiste et communiste, mais aussi sur un certain nombre d'archives qu'avait pu conserver Charles Pasqua ou d'autres personnages de son époque, qui montrent qu'on a beaucoup fantasmé ce rôle qu'avait eu Charles Pasqua au sein du SAC. Oui, c'est ça. Et la commission de 82, d'ailleurs,
enfin le blanchit, c'est pas le mot, mais en tout cas, ne le met en cause sur rien. Non, parce que pourtant, un rapport de 1000 pages, on aurait pu se dire Ouais, que le document voilà, pointerait du doigt telle ou telle irrégularité. En réalité, tous les témoins concordent à dire qu'à partir de 69, Charles Pasqua est sorti des circuits du SAC, qu'il a eu certes une participation évidente avant, à l'époque du général de Gaulle, mais qu'il en a été sorti au moment où justement le SAC a commencé sa lente dérive, qui va aller, vous le savez, jusqu'à la tuerie d'Oriol, quand en ouais. 81, sont assassinés une famille entière dans le cadre d'un règlement de compte entre différents membres du SAC marseillais. Alors, le grand personnage, bien sûr, pour Charles Pasqua, c'est le général de Gaulle. Juste petite remarque, parce que comme vous avez étudié ces barons du gaullisme, mais on le voit aussi dans votre ouvrage où vous présentez un certain nombre de protagonistes, c'est quand même inouï jusque dans les années 85-90. C'est les anciens de la résistance qui tiennent le pays, hein. C'est quand même extraordinaire. Alors parfois, on ne les a connus que dans leur période gaulienne, mais surtout giscardienne et post-giscardienne, en se disant, bon, voilà, des petits magouilleurs, des types qui, etc. Mais il faut jamais oublier que la moitié est compagnons de la Libération, Mmh. ils sont décorés comme des couvercles de sarcophage, ça a été des héros dans les années 40, et ça, c'est un personnel politique tout à fait particulier. D'abord, probablement courageux, plus courageux que le personnel politique habituel, et puis qui ont un certain nombre de titres à venir parler de l'intérêt du pays. Oui, alors il y a toute une génération politique qui a été forgée à l'épreuve de la guerre, à l'épreuve de la résistance, de droite comme de gauche d'ailleurs. Et c'est assez intéressant parce qu'il y avait aussi entre eux parfois un compagnonnage vécu de la guerre qui leur permettait de dépasser certains différends. Vous savez, il y a une interview de Charles Pasqua, vraiment à la toute fin de sa vie, dans les années 2010, que j'aime beaucoup, où on l'interroge, on lui dit, mais comment se fait-il que vous, un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien résistant, ayant fréquenté des gens douteux en Afrique, en Corse, ailleurs, et Pasqua répond, écoutez, pour moi, ce qui compte dans mon amitié avec quelqu'un, c'est pas les diplômes, c'est pas qu'il soit de gauche, de droite, riche ou pauvre, c'est de savoir s'il a résisté, oui ou non. C'est dire que pour toute cette génération, le courage d'avoir résisté, c'était la mesure de la qualité d'une personne. Et finalement, dans un débat politique, il y avait aussi ça qui comptait. Quelqu'un me posait la question récemment, vous parliez des barons du gaullisme, j'évoque notamment dans ce livre ceux qu'on a appelés les barons, Debré, Chaban, Foccart, mais aussi ceux qui les entourent et auraient pu, à un moment, du fait de leur proximité avec De Gaulle, prétendre à ce titre de baron. Je pense notamment à quelqu'un comme Maurice Couve de Murville, Premier ministre du général de Gaulle, Ouais, longtemps ouais, ministre des Affaires étrangères, mais je vois. Couve n'a pas résisté. Ouais. Couve a d'ailleurs été inspecteur des finances. C'est lui qui représente la France lors de ce qu'on a appelé la commission de Wiesbaden, donc qui négocie entre la France, qui a capitulé, et l'Allemagne hitlérienne les conditions de cet armistice, et notamment les conditions économiques et financières de ce que la France vichiste va payer à l'Allemagne nazie. Et Couve va par la suite, en 1942, s'enfuir au Portugal, puis rejoindre la France libre, devenir une figure de la France combattante, et notamment représenter De Gaulle à la tête de la commission qui va diriger, enfin, pour partie prévaloir à la destinée de l'Italie et aux relations franco-italiennes. Et Couve de Murville, qui n'a pas été résistant, a longtemps été regardé par les gaullistes historiques, Mm. par tous ses compagnons, bardés de médial, bardés de titres, bardés de blessures. Je pense à Mesmer, héros de Ouais, Birakeim, ouais, Dele Alami. Tous ces gens-là regardent Couve en se disant il a ouais. attendu 42 pour nous rejoindre. Et quelqu'un me posait la question comment expliquez-vous qu'en 1969, Couve de Murville, qui était Premier ministre, n'est plus rien du tout? J'ai dit, bah, d'abord, Pompidou, c'est celui qui lui a succédé, n'a pas envie forcément de lui. La personne avec qui j'échange me dit, oui, mais alors, Couve de Murville a dû redevenir député, il avait bien été élu député. Oui, il avait été élu député, mais son suppléant n'a pas voulu démissionner. Il a donc été organisé une élection législative partielle dans les Yvelines, et là se présente pourtant un gaulliste, compagnon de la Libération, Pierre Sonnerville, qui décide d'aller au combat contre Couve de Murville, Premier ministre du général de Gaulle, en disant, moi j'ai été compagnon, Ouais. moi j'ai combattu, moi j'ai résisté. Je ne peux pas laisser cet homme, certes Premier ministre, se présenter. Donc ça vous montre à quel point, y compris au sein de la droite et de la famille gaulliste de l'époque, euh, l'engagement dans la guerre était le synonyme de lettre de noblesse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ceci étant dit, quand on commence à étudier les archives de la commission de Wiesbaden et on s'aperçoit qu'ils ont pas mal résisté quand même. Ils ont fait devenir les Allemands chèvres à certains moments et voilà, c'était leur façon à eux, quoi, aux C'est vrai. fonctionnaires. Et il faut reconnaître ça à Couve, d'ailleurs, qui a été de ceux qui ont fait traîner les Ouais, négociations en longueur, ce qu'il a présenté par la suite comme un acte de résistance, en disant j'ai fait traîner autant que possible, j'ai essayé dans tout un tas de situations de défendre les intérêts
intérêts de la France en pinaillant sur tel ou tel point avec les Ouais, Allemands, et nous ouais, avons ouais, gagné du temps. Mais pour des gens qui, dès bien sûr, 1940, avaient pris des bien risques sûr. physiques, c'était plus dur à comprendre. Alors, Olivier Guichard et Charles Pasqua, tiens, juste comme ça, je vous lance parce que je trouve que dans d'autres fonctions, j'ai bien connu Olivier Guichard et je suis très surpris de voir leur antagonisme quasi permanent, quoi. Alors Olivier Guichard, d'abord vieux compagnonnage avec le général de Gaulle, dont il est le chef de cabinet sous la 4ème République, donc vraiment un très proche, qui a son rond de serviette à cette table des barons, avec les Debré, Chaban et autres, qui a mangé son pain noir pendant quelques années, parce qu'il n'a été ministre de Gaulle qu'en 67. Yvonne de Gaulle lui vouait une détestation toute particulière, parce qu'il avait une vie privée assez dissolue. Et donc Olivier Guichard, qui a été ministre de Gaulle, ministre de Pompidou, ce Charles Pasqua, marseillais, débonnaire, truculent, mais aussi proche du sac, viré du sac au moment de ce nettoyage interne de 1969 qu'on évoquait tout à l'heure, le personnage lui paraît trouble et franchement pas fréquentable. Et puis, à partir de 1974, lorsque Valéry Giscard d'Estaing accède à la présidence de la République, Charles Pasqua fait un pari, le pari de Jacques Chirac. Pour Charles Pasqua, maintenant, la droite, c'est Jacques Chirac. Et Olivier Guichard, lui, au Ah contraire, oui, ça on comme peut le dire, oui. Chaban, comme Ouais, ouais. Debray, ne croit pas du tout à Jacques Chirac, est très meurtri par ce qu'il considère comme une trahison de Chirac en 1974. Il y avait un candidat gaulliste, Jacques Chaban-Delmas, il a été trahi par Chirac et 42 députés et ministres qui ont préféré voter Giscard. Et donc, il est dans une lutte à mort avec Chirac. Alors, les deux hommes vont par la suite se rapprocher en 76, puis se fâcher en 79. Enfin, bon, c'est toute une histoire. Ouais. Ça mériterait un livre dédié d'ailleurs, mais Charles Pasqua va toujours être considéré par Olivier Guichard comme l'homme lige de Jacques Chirac, le moine soldat de Jacques Chirac. Et donc, de fait, il n'aimait déjà pas trop le personnage et les rapports deviennent très compliqués par la suite. Et puis, Charles Pasqua, c'est celui qui a flingué les barons. C'est Ouais. celui qui a permis à Chirac d'accéder au pouvoir, d'abord à la tête du parti gaulliste et ensuite au pouvoir politique à Matignon puis à l'Élysée, en se débarrassant de ces vieux briscards du gaullisme, Ouais. de ces vieux barons qui se seraient bien vus succéder au général et Oui. qui ont trouvé sur leur route le jeune et impétueux Jacques Chirac. Oui, alors Pasqua est élu assez tard finalement, enfin assez tard, une quarantaine d'années, mais c'est quand même, il attend, il attend quoi? Il attend une bonne circonscription, il attend. Alors, c'est vrai que c'est pas un homme qui recherche la lumière. Lorsque j'ai choisi d'appeler ce livre Dans l'ombre la Ouais. République, je me suis beaucoup posé la question parce qu'il a quand même été député, sénateur, eurodéputé, président du Conseil général. Bon, Il était tout, il a cumulé les mandats comme rarement on les a il cumulés. a fait un certain nombre de mandats et il a cumulé un certain nombre d'entre eux. Et pourquoi pas dans la lumière de la République? Parce que Charles Pasqua est quelqu'un qui n'a pas cherché cette lumière. Il aimait bien conseiller les autres, les accompagner, mais il ne la voulait pas forcément pour lui. Et donc on lui a proposé à plusieurs reprises, je pense notamment en 58 et en 62, de se présenter à Marseille aux législatives. Il ne l'a pas souhaité. Il était par ailleurs en indélicatesse avec les milieux politiques marseillais pour tout un tas de raisons que j'évoque dans le livre. Et donc, le moment ne s'est jamais présenté. Il s'est posé la question en 64 d'être lui-même candidat à la Chambre de commerce de Marseille. Il manque Mhm. cette élection. Il se dit que son nom, du coup, est brocardé, qu'il ne peut pas aller au municipal de 65. Donc, il retourne dans ce rôle de l'ombre en dirigeant la campagne de Joseph Comiti en 65 à Marseille, mais il n'est pas lui-même candidat. Et il va effectivement falloir attendre 1968 pour qu'il se présente à l'élection, parce qu'il a beaucoup hésité, parce qu'il ne se sentait pas d'y aller. Et 68, c'est le déclic. Là, c'est après nous le chaos. Ouais, La rue a failli l'emporter, le général de Gaulle, c'est l'épisode de Baden-Baden, a failli partir, la République gaulienne est en péril, c'est maintenant ou jamais. ouais. Et d'ailleurs, c'est Pompidou qui le reçoit et qui lui dit il faut y aller. Et Pasqua lui dit écoutez, j'ai des affaires commerciales. Il vient de quitter Paul Ricard et de lancer sa propre entreprise de vente de spiritueux. Et Pompidou a ce mot très fort et lui dit écoutez, euh, à quoi vous sert de bien gérer vos affaires si le pays part à volo? Ouais, Et là, Pasqua se dit ok, il faut que j'y aille. ouais. Et c'est sa première élection. Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il est allé faire dans les Hauts-de-Seine? Parce qu'au fond, ce corso provençal, tout à coup, il se retrouve à Neuilly, à Levallois, enfin, il se retrouve partout dans les Hauts-de-Seine, en fait. Alors c'est un peu un hasard, en réalité, Jacques Foccart, que les Français connaissent comme le monsieur France-Afrique du général de Ouais, Gaulle, mais qui était aussi le monsieur élection, le conseiller politique du général de Gaulle, un très fin connaisseur de la carte électorale. Jacques Foccart, à cette époque,
recommande à Georges Pompidou et au général de Gaulle d'accorder 2 circonscriptions à des représentants du SAC, parce que le SAC a joué un rôle important dans l'élection législative de 1967, parce que le SAC a été présent au moment des événements de mai 1968 en soutien au général de Gaulle. Et donc 2 circonscriptions sont accordées à Jacques Godefroy et à Charles Pasqua. Mais on leur dit, si vous voulez y aller, il faut aller vous coltiner du communiste, il faut aller dans des circos vraiment difficiles. Et à l'époque, les Hauts-de-Seine sont vraiment un bastillon rouge de la région. Et on envoie Charles Pasqua dans une circonscription qu'on pense perdue face à un monsieur qui s'appelle Parfait Jean, qui est à l'époque député, maire, conseiller général, enfin qui est vraiment à son rond de serviette partout dans les Hauts-de-Seine et qu'on pense indéboulonnable. Et Charles Pasqua, non seulement le bat aux législatives de 68, mais le bat aussi aux élections cantonales de 1970 et va s'imposer à sa place, va faire tout doucement son trou dans les Hauts-de-Seine, et puis, patatras, 73, il perd face au même Parfait Jean aux législatives. 74, il perd son siège de conseiller général, il a tout perdu. Et il va falloir attendre 77 pour qu'il entame une lente reconquête. Donc vous voyez qu'il y a 10 ans entre sa première élection et puis celle où vraiment il va s'implanter dans la durée. Et là, par contre, 77, il ne va pas quitter le département avant très longtemps, puisqu'il va quitter son mandat de sénateur en 2012. Ouais. D'ailleurs, il a fait de ce département, alors qui évidemment a eu la chance d'un développement économique, de création de sièges d'entreprise, de la défense, etc., extraordinaire, il fait de ce département, on disait à une époque, la 13e puissance mondiale, je crois, en parlant des Hauts-de-Seine. Donc il a aussi un bilan qui n'est pas négatif Il y a un bilan très dans la positif. gestion de ses mandats. Il y a un bilan très positif dans les Hauts-de-Seine, qui est aussi reconnu comme tel par les habitants et par les analystes de la situation de l'aménagement du territoire. Il a été pendant longtemps président du Conseil général des Hauts-de-Seine. Alors, il l'a été tout au début de sa carrière, puisque dès le mandat de Georges Pompidou, avant de perdre son siège en 1974, il est déjà président du Conseil général. Donc il a une première expérience de gestion du département. Il le sera ensuite vraiment dans les années 80, dans les années 90, et c'est lui notamment qui va mettre en place le plan 92, donc le grand plan de rénovation des Hauts-de-Seine, un plan d'aménagement du territoire, de développement d'une offre également éducative. Je pense à la faculté Léonard de Vinci, dont il est le véritable père. On l'appelait la fac Pasqua, d'ailleurs. La fac Pasqua, l'aménagement routier du territoire, enfin vraiment tout l'aménagement de la défense. Charles Pasqua va être celui qui va vraiment tourner les Hauts-de-Seine vers l'an 2000. Et ce faisant, il va le faire au Conseil général, il va aussi le faire en tissant une toile d'alliés, de relais sur le territoire, et il va être très présent dans toutes les élections municipales en envoyant ceux qu'on a appelés les Pasqua Boys s'emparer de toutes les mairies qui étaient des mairies de gauche des Hauts-de-Seine, et ceux qu'on a évoqués tout à l'heure, Balkany, Devedjian, Sarkozy, je pense aussi à Jean-Jacques Guillet, je pense à Alain Robert et d'autres vont être de cette génération que Charles Pasqua va envoyer affronter des maires de gauche et s'emparer des mairies pour ensuite être ses relais sur le territoire au plus près des altos sécanais. Alors, évidemment, il faut attaquer le gros morceau, c'est Pasqua-Chirac. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Ce sont, comment dire, est-ce que ce sont deux faces de la même pièce, ou alors est-ce que ce sont deux pièces complètement différentes? Parce que ils se sont tant aimés, mais ils se sont aussi beaucoup chamaillés, d'ailleurs, sans jamais se détester. Vous indiquez plusieurs rencontres entre Chirac et Pasqua au moment de la brouille, en pleine brouille, et pourtant les choses se passent toujours assez bien. Il lui écrit des lettres. Moi, je trouve ces lettres absolument magnifiques, parce que faut pas oublier qu'il écrit au président de la République et il lui dit des choses qui sont franches, comme on dirait aujourd'hui. Mais alors, ça commence comment? Parce que vous disiez tout à l'heure, il fait le choix contre les barons de l'avenir, au fond, que Chirac représente à ce moment-là. Et ça tient à quoi? Qu'est-ce qu'il a eu en échange? Alors, je pense pas qu'il ait eu quelque chose en échange. C'est vraiment une rencontre. Et vous cherchiez le mot tout à l'heure, vous disiez les deux faces d'une même pièce. Moi, je dirais deux frères. Et le mot, d'ailleurs, a été employé par l'un et par l'autre, de Chirac pour qualifier Pasqua, de Pasqua pour qualifier Chirac. La rencontre, c'est 1965. Charles Pasqua, donc, qui a perdu les élections à la Chambre de commerce de Marseille et qui vient de vivre l'échec du candidat gaulliste à Marseille, Joseph Comiti, se rend à Paris, est reçu par Jacques Foccart, qui lui dit
Je sais que vous êtes un de nos fidèles grognards à Marseille, je sais qu'on peut compter sur vous, on va vous trouver quelque chose et qui lui propose notamment de siéger au Conseil économique et social, car oui, Ouais. mesdames et messieurs, Charles Pasqua a siégé au Conseil économique et Ouais. social, pas longtemps, hein, il s'est vite Ouais. ennuyé et il a vite, ce sont ses mots, voulu quitter les bancs où siégeaient les têtes grisonnantes de la République. Fermez les guillemets. Et donc Charles Pasqua, très agacé de ces échecs à répétition, se voit proposer par Jacques Foccart de rencontrer un jeune prometteur, un énarque qui est passé par le cabinet de Georges Pompidou à Matignon, qui vient de réussir à se faire élire à Saint-Féréol, en Corrèze, dans le village de sa grand-mère, un jeune prometteur. Et on lui dit, ça serait bien qu'il puisse avoir tes conseils. Et les deux hommes se rencontrent, et c'est le coup de foudre. Mmh. Jacques Chirac est alors un jeune fonctionnaire du ministère des Transports, où il grenouille un petit peu, et Charles Pasqua sent tout de suite le potentiel du personnage, sa gouaille, son style, son élégance, hein, ce grand blanc-bec, cigarette à la bouche, Oui. qui a une belle dégaine, qui sait bien s'exprimer. Et Charles Pasqua va, au moment des législatives 1967, lorsque Chirac se présente pour la première fois à une élection, avec toute une génération qu'on a appelée les jeunes loups, dans laquelle il y a Mmh. aussi Jean Charbonnel, par exemple, parmi d'autres, Bernard Pons. Charles Pasqua va aider Chirac à se faire élire en Corrèze et Chirac ne l'oubliera pas. Par la suite, ils siègent tous les deux sur les bancs de l'Assemblée nationale, puisque Pasqua y arrive en 1968. Il se retrouve dans plusieurs combats et Charles Pasqua voit l'ascension fulgurante de Chirac, ministre du général de Gaulle, ministre de Georges Pompidou, ministre de l'Agriculture, ministre de l'Intérieur à la fin du mandat de Georges Pompidou, la jeune pousse encouragée par Pierre Juillet et Marie-France Garot. Et puis en 74, Chaban, candidat naturel et officiel de la famille gaulliste, Giscard, candidat dissident, et Chirac, avec 42 dissidents, décident d'appeler à voter Giscard. Et là, les deux hommes, tout de suite, ont une discussion très franche que je rapporte dans le livre. Et Pasqua dit à Chirac, écoute, je comprends que tu fasses le pari de Giscard, parce que tu as raison, très certainement que Chaban perdra au second tour. Mais, pour moi, Chaban, compagnon de la Libération, plus jeune général depuis la Révolution, je ne peux pas faire autre chose que le soutenir. Ça nous ramène d'ailleurs à Ouais, l'échange qu'on avait ouais. tout à l'heure sur le Ouais. rapport à la guerre, à la résistance. Pasqua dit, je pense que le calcul politique est mauvais, mais j'ai une loyauté aux gens qui, comme moi, ont résisté. Et puis Chaban perd, Giscard est élu, Chirac arrive à Matignon, il est Premier ministre, mais il n'a plus personne derrière lui, Mmh. puisqu'il est arrivé à Matignon avec le parti contre lui. Et tous les vieux barons que nous évoquions tout à l'heure, les Chaban, les Debré, les Guichard, bien Ouais, sûr, ouais, les euh, couteaux sont tirés. les couteaux sont tirés, ils n'attendent qu'une chose, c'est de faire la peau de Jacques Chirac. Et là, Charles Pasqua, qui entre-temps, ayant perdu son mandat de député et de président de conseil général, s'est vu confier une mission, l'animation des fédérations. On s'est dit, il a du temps libre, il va aller voir les militants un peu partout. On n'avait pas mesuré que Charles Pasqua, avec sa rondeur, sa diplomatie, son intelligence sociale, s'était fait beaucoup d'amis, voyageait, rencontrait les militants. Et il va pendant 2 ans, de 74 à 76, vraiment faire un travail de chiracisation du parti. Aller voir les militants, un travail de sape contre les barons aussi, et les convaincre que Chirac, c'est l'avenir. C'est le bon mot, c'est celui Ouais. que Charles Pasqua emploie pour les convaincre. Et en 76, lorsque Chirac quitte Matignon, tout de suite, entouré de ses proches conseillers, Jacques Frigman, Pierre Juillet, Marie-France Garot et quelques autres, Jérôme Monod Jérôme Monod, notamment, ouais. va se dire, je vais créer un parti, le Rassemblement pour la République, et ce parti va être un succès immédiat, il va absorber le parti gaulliste et même les barons récalcitrants vont y participer. Alors, Il y a un moment où Debré prend la parole dans un non, c'est pardon, j'anticipe, c'est au moment du RPF où, on voit Debré venir faire un discours au milieu des amis de Charles Pasqua. Enfin, c'est presque touchant, mais il- c'est un peu à contre-emploi. alors c'est vrai qu'il va y avoir une vraie une séduction des barons, hein, qui vont pour certains se laisser embarquer. Alors, ils sont pas unanimes, hein. Un Jacques Foccart, par exemple, tout de suite croit en Jacques Chirac dès 76, dit maintenant l'avenir, c'est ce jeune, c'est lui qu'il faut soutenir. Un Jacques Chaban-Delmas va avoir la dent dure très longtemps et ne jamais vraiment digérer cette trahison de Ouais, 74. ouais. Un Michel Debré va être assez récalcitrant en 76 et puis va retrouver Chirac et Pasqua en 79, au moment des élections européennes 79. Alors, pareil, chose qu'on a complètement oubliée, mais le RPR en 79 fait campagne contre l'UDF giscardienne et sa candidate Simone Ouais, Veil, ouais. avec une liste défense des intérêts de la France en Europe, une liste souverainiste sur laquelle on a Chirac en premier, Debré en deuxième. Les deux hommes se réconcilient. Ça y est, vraiment, la séquence Chirac traite au gaullisme est passée, puisque même Ouais. Michel Debré, l'architecte du général, son premier ministre, celui le père de la Constitution, est à ses côtés. Donc, il y a un phénomène d'asphyxie
du parti gaulliste par le RPR, de séduction de ses cadres, de séduction de ses militants. Et Charles Pasqua est incroyable dans cette séquence et vraiment emporte tout le monde avec lui. Eh bien, écoutez, on va retrouver. Je vous rappelle que nous recevons Pierre Mananti qui publie chez Passé Composé Charles Pasqua dans l'ombre de la République. C'est donc de ce personnage, le terrible Monsieur Pasqua, dont nous parlons ce soir. Mais vous savez qu'il y a un rituel auquel nous devons nous plier, et c'est pour vous rappeler que Radio Courtoisie a besoin de vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Finalement, cette musique va assez bien avec Charles Pasqua, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il était assez massif, il avait quand même plutôt la démarche d'un ours plutôt que de celle d'une gazelle, mais il avait aussi un petit peu ce côté léger, plein d'humour. Donc il se met au service de Chirac. On va être un peu obligé de forcer la marche. Il se met au service de Chirac, mais finalement, ça va durer quand même une quinzaine d'années. Mais les deux hommes vont se séparer plus tard. Juste, évidemment, j'allais oublier complètement de vous faire parler de Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, parce que c'est quand même comme ça que, véritablement, il s'est fait détester, on va dire, d'un tiers de la France et adulé par un autre tiers avec le tiers du milieu qui ne savait pas trop quoi en penser. On résume, Chirac, finalement... devient Premier ministre de Mitterrand au moment de la première cohabitation. Alors là aussi, la relation Mitterrand-Pasqua, elle est très étonnante, quoi. Tous ces gens se connaissent bien depuis longtemps, ils ont fait la guerre Par la résistance, voilà. par la résistance, donc voilà. Et donc, Charles Pasqua devient ministre de l'Intérieur. Alors ça a été... Je me rappelle que le général Savary, lorsque Napoléon le nomme ministre de la police, il écrit dans ses mémoires, on aurait nommé le Grand Turc ministre de la police, que les gens n'auraient pas été plus effrayés. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est passé. 86, la nomination de Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur, c'est le choc. Alors en même temps, c'est un homme qui s'est aussi assagi. Alors je fais moi aussi des grands pas pour quitter la dernière période où nous étions. Il est élu sénateur en 77. 1980, il est directeur de la campagne de Jacques Chirac à la présidentielle. Il est élu président du groupe RPR au Sénat. Donc voilà déjà un homme qui trouve une fonction un peu plus notable dans la Chambre haute de la République. Et puis, après avoir fait la campagne des législatives de 86 avec Chirac, pour Chirac, c'est l'évidence, ce brave soldat, fidèle en tout temps, qu'il a accompagné dans de nombreuses aventures, doit venir avec lui au ministère de l'Intérieur. Et l'arrivée de Pasqua au ministère de l'Intérieur en 86, vraiment sa nomination en tant que telle, ne fait pas l'effet d'une levée de bouclier en 86. C'est plutôt les premières décisions qu'il va prendre, qui sont des décisions radicales contre l'immigration irrégulière. Il renvoie dans un charter 101 Maliens en situation irrégulière en Afrique. Bronca au Parlement, Charles Pasqua prend la parole lors des questions au gouvernement et dit « Mais c'est le retour en charter qui vous a posé problème, car je peux apprêter un train. » Bronca à gauche, incident de séance. Quelques semaines plus tard, le même prend de nouveau la parole contre les attentats et pour défendre les otages français qui ont pu être kidnappés partout dans le monde, et puis va multiplier les annonces chocs. Je vais terroriser les terroristes. C'était la fameuse phrase. Nous allons terroriser les terroristes, parce qu'il faut le dire, celle-là, avec l'accent, on ne peut pas faire autrement. Il y a vraiment une méthode Pasqua qui, là, effectivement, va hystériser la gauche, le monde syndical, le monde étudiant aussi, puisque c'est l'époque des manifestations contre la loi Devaquet sur l'université et la mort tragique de Malik Oussekine, à laquelle Pasqua est associé, parce qu'il est le ministre de l'Intérieur au moment de cet incident. Donc, il va avoir une image qui va se cristalliser à cause de ce passage au ministère de l'Intérieur. Et puis, il est aussi l'homme qui redécoupe les circonscriptions. Et donc, la gauche, non contente d'y voir l'homme de la police et des basses affaires, va le désigner en bricoleur des circonscriptions électorales. Ouais. Oui, vous parlez d'ailleurs de la mort tragique de Malik Oussekine, ce jeune étudiant qui est mort, on va le dire, sous les coups des voltigeurs motocyclistes une nuit de manifestation.
on a véritablement, il y a eu là pour le coup une espèce de terrible levée de bouclier. Alors il est vrai que Robert Pandreau, qui était le secrétaire d'État à la sécurité, a fait sa part du travail. Si j'avais un enfant sous dialyse, je l'empêcherais d'aller faire le con, hein, en gros. Mais Pasqua, lui, il a eu une attitude beaucoup plus modérée que ce qu'on pourrait croire. Enfin, c'est-à-dire, il a eu, par exemple, son réflexe, ça a été d'aller voir la famille. Oui, c'est vrai. Alors, il s'est fait prendre de vitesse par François Mitterrand qui y est allé avant lui, donc il n'allait pas faire de même Ouais, quelques ouais. heures plus tard. Mais effectivement, tout de suite, il perçoit, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme qui vient du marketing, de la vente, de la communication. Il perçoit tout de suite, bien sûr, la dimension tragique, personnelle, familiale de ce drame, mais aussi l'effet politique que ça peut Ouais. avoir. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, Philippe Séguin, qu'on classe à l'époque plutôt à la gauche du RPR, qui est par ailleurs ministre des Affaires sociales au même moment, vient en soutien à Charles Pasqua Ouais. publiquement. Et un journaliste lui dit, mais comment, vous, monsieur Séguin, l'âme d'un gaullisme social, d'une droite respectable, raisonnable, comment pouvez-vous venir en soutien à Pasqua, qui est un vrai voyou? Et Séguin lui répond, mais de la même manière que je ne peux pas être derrière chaque guichet de la sécurité sociale, Charles Pasqua ne peut pas être derrière chaque Ouais, policier de ouais. France. Donc il y a un certain recul qui est pris par rapport à cette affaire. Et effectivement, Charles Pasqua ne met pas d'huile sur le feu, contrairement à certains de ses camarades. Oui, oui, oui. Mais vous racontez d'ailleurs cette nuit-là. Alors évidemment, c'est pas le cœur du livre, mais c'est un moment très très important, en donnant quelques informations qui étaient pas très connues, notamment sur la façon dont a été gérée la préfecture de police ce soir-là. Moi, j'avais eu aussi un autre. Il se trouve que à la fin de sa vie, j'ai bien connu Monsieur Massoni, qui a été préfet de police plus tard, mais qui à l'époque était directeur de cabinet du préfet de police. Les consignes avaient été éventuellement d'ouvrir le feu si l'Assemblée nationale était menacée ce soir-là, hein. Bon, ça, on ne l'a jamais su, mais donc c'était quand même une soirée d'émeute très très grave. Et on peut dire, enfin, je ne sais pas si c'était très connu comme fait, mais enfin, la façon dont on a géré la soirée à la préfecture de police était, on va dire, un petit peu arrosée. Ça fait partie des choses que j'ai voulu raconter dans ce livre, et d'abord parce que Charles Pasqua a été aussi très meurtri par les accusations qui ont longtemps qui a entendu à son encontre. Je pense notamment Ouais. à sa responsabilité dans cette mort de ce jeune étudiant. Mm. Je pense aussi à sa responsabilité dans la mort d'un syndicaliste lors d'une manifestation qui marque aussi ce premier passage de Charles Pasqua à Place Beauvau. Et il va traîner pendant 30 ans. Mm. Mm. Après ces faits, une accusation de culpabilité. Et donc, il a longtemps veillé, il a longtemps, pardon, cherché à démontrer ce qui s'était passé, à recueillir des témoignages. Et un certain nombre de documents étaient dans ses archives, justement, des témoignages de ceux qui avaient été présents à ces moments-là. Et j'ai pu, grâce à ces différents documents, raconter ce qui s'est passé Bon. dans les coulisses de ces événements. Voilà, on Oui. laisse un petit peu de suspense Oui, pour oui, les oui, oui, lecteurs. mais au fond, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, et y compris à la préfecture de police. Voilà. Alors, Pasqua va rester jusqu'à la nouvelle victoire de Mitterrand à 88, et puis ensuite il va un petit peu, comment dire, euh, se déchiraquiser, si je puis dire, puisque en quelques années, finalement, il va changer de cheval. Oui, alors il y a 3 événements successifs qui participent à cette déchiraquisation. Je ne sais pas s'il faut Ouais, garder le mot, mais oui, en oui, tout cas, mais ouais. je vois bien ce qu'il veut Vous dire le et je prononcez partage. bien mieux que moi, hein, Oui, bah, oui, c'est ouais, ouais. l'entraînement. Le premier, c'est 88. Pasqua est écœuré de la défaite de Chirac, de la réélection de Mitterrand, et il est persuadé que la cause, elle est double. C'est d'abord l'orientation libérale vers laquelle certains des conseillers de Chirac l'emmènent. Il pense à Alain Juppé et Mm. Édouard Balladur. Et l'autre, c'est la course de Chirac aux centristes, ces eunuques de la politique, ces voyageurs sans bagages, Pasqua dans le texte. Ouais, ouais. Et donc, il en veut beaucoup à Chirac, dont il estime qu'il n'écoute plus ses conseils. Deuxième raison, 1990, j'avance dans le temps, là il y a carrément un congrès du RPR lors duquel une alliance surprise se fait entre Charles Pasqua et Philippe Séguin. Ils veulent s'emparer du parti. Pourquoi? Charles Pasqua l'explique, parce qu'il veut secouer Chirac. Il ne veut pas lui prendre le pouvoir. Il se dit qu'il faut qu'il prenne le pouvoir au sein du RPR pour pouvoir à nouveau conseiller Jacques Chirac. Et c'est drôle parce que il y a presque une espèce de naïveté troublante dans le fait que Charles Pasqua ne comprend pas que Chirac se sente menacé et du coup se Ouais. sépare de lui en disant mais attends, tu me déclares la guerre. Et Pasqua lui dit mais non, je voudrais que tu écoutes à nouveau mes analyses et mes idées. Et Chirac lui dit mais tu viens de faire une motion contre moi au Congrès. C'est la guerre entre nous. Ouais, ouais. Et puis le troisième moment, c'est 92.
il y a ce référendum sur le traité de Maastricht. Et Charles Pasqua, d'ailleurs, là aussi, il y a un petit peu une démystification, mais Charles Pasqua qui n'est pas dès le début opposé à Maastricht. Il va le devenir quand il voit que les Danois ont refusé le traité de Maastricht, quand il voit qu'un certain nombre de figures du RPR, notamment Philippe Séguin, s'engagent dans ce combat, que d'autres figures du spectre politique, je pense notamment à Philippe de Villiers, s'y engagent aussi. Et là, il va mener cette fronde contre Maastricht et mettre en difficulté Chirac, parce que Chirac, qui cherche à garder le vote des centristes et l'alliance avec l'UDF giscardienne et barriste, a besoin d'avoir une position équilibrée sur l'Europe. Et donc là, les rapports entre les deux hommes vont vraiment se cristalliser. Oui, vous racontez. Alors, il y a deux éléments que j'invite les lecteurs à aller voir dans votre livre. C'est un, le débat Chirac-Mitterrand, le fameux dites-le-moi les yeux dans les yeux. Là, le problème est réglé juste après. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde a cru que c'est Chirac qui mentait. En fait, c'était Mitterrand qui mentait ce jour-là. Et puis, la deuxième chose, c'est la façon dont Charles Pasqua a vécu le fameux débat Mitterrand-Séguin, dans lequel Séguin a été, comment dire, attendri par la maladie de Mitterrand. Et en fait, d'après l'interprétation qu'il a donnée, c'est là qu'ils perdent le référendum. Enfin, le non perd parce que Séguin n'a pas osé aller jusqu'au bout. C'est un débat qui fait définitivement perdre des voix, et Séguin est très meurtri par la situation de santé, la situation médicale dans laquelle est François Mitterrand, qui pendant les interruptions du débat est soigné par ses médecins en marge du plateau. Et évidemment, le manque de niaque de Philippe Séguin, le manque d'agressivité qu'il a par déférence à l'homme président de la République et puis à l'homme être humain qu'il voit malade en fin de vie, n'emporte pas la décision d'un certain nombre d'auditeurs de ce débat. Oui, on a reçu ici, il y a quelques mois, Arnaud Tessier, qui a écrit une biographie de Philippe Séguin. Il n'avait pas toujours cette douceur dans la relation et dans le débat. Alors, revenons à Pasqua. Donc, il se sépare de Chirac, et puis, après la victoire, la seconde victoire de la droite pendant la deuxième cohabitation, alors là, il va carrément s'allier à quelqu'un avec qui, en principe, on ne s'attendait pas à ce qu'il s'allie, qui est Édouard Balladur. Oui, alors Charles Pasqua reprend du service Place Beauvau. Il étend quand même son portefeuille, parce qu'il est ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire en 93 jusqu'en 95. Il va se faire attendre très longtemps avant de choisir entre Chirac et Balladur. Parce qu'on est toujours dans ce même petit jeu depuis 88 de je t'aime, moi non plus. Il veut convaincre Chirac de le reprendre à ses côtés. Chirac ne comprend pas ce jeu de la danse du ventre. Et donc finalement, Pasqua arrive dans les bras d'Édouard Balladur en janvier 95, donc quelques mois avant l'élection présidentielle. Et il arrive là parce que, alors il a défendu l'idée de primaire, de l'opposition, enfin de la droite et du centre pendant un moment qui n'ont pas marché. Il pensait que Chirac l'écouterait, le rappellerait à lui. C'est presque un choix de dépit. Alors, Édouard Balladur vous dirait certainement qu'il ne partage pas cet avis. Moi, des dizaines et dizaines d'entretiens que j'ai pu faire, puisque j'en ai fait quasiment une cinquantaine pour ce livre, c'est quand même ce qui ressort majoritairement, c'est que c'est un choix de dépit, presque un choix de provocation, une manière de dire à Jacques Chirac tu es persuadé que je te serai loyal en toute situation, regarde, si tu ne m'écoutes pas, je peux aller jusqu'à m'opposer définitivement à toi. Et une des preuves de ça, c'est qu'effectivement, il va soutenir Édouard Balladur. Jacques Chirac gagne l'élection présidentielle 95, mais tout de suite, les deux hommes se réconcilient, se reçoivent. Charles Pasqua sert alors un petit peu comme Missus Dominicus de Jacques Chirac. Il est envoyé faire des missions de négociation pour libérer des otages. Il est un conseiller de l'ombre. Il écrit un certain nombre de lettres à Jacques Chirac, vous l'avez rappelé tout à l'heure, avec beaucoup de franchise. Et on sent une liberté de ton qui ne peut être que la résultante de 30 ans d'amitié et de confiance entre eux. Et Charles Pasqua dit certaines choses à Jacques Chirac. Et Jacques Chirac respecte Charles Pasqua parce qu'il sait que c'est un ami qui va lui dire des choses que d'autres ne lui diront pas. Alors, on ouvre pendant quelques minutes les affaires, parce que après on verra la fin de la vie de Charles Pasqua. Les affaires, il y a quand même à un moment de sa vie où il a au moins 10 inculpations, comme on disait à l'époque. Il est poursuivi pour tout. Un casino à Annemasse, des affaires africaines, bref, des abus de confiance, etc. Alors, vous pouvez nous résumer tout ça, nous donner un petit peu l'épaisseur de ces dossiers, puis
et puis un tout petit peu le résultat, mais sans trop entrer dans les détails. Vous me donnez 45 minutes là. Non, je vous donne 5 minutes. Je plaisante. D'abord, effectivement, de très nombreuses affaires, et pourtant, peu d'affaires dans lesquelles Charles Pasqua sera effectivement et définitivement condamné. 3 d'entre elles, dont une où Charles Pasqua meurt avant l'appel. Et dans les conclusions de l'appel, ce qui est quand même un fait inédit en France, le juge va tenir à mettre par écrit le fait que si Charles Pasqua avait été vivant, il aurait été relaxé. Donc, Ouais, disons ouais. deux. Il y a différents types d'affaires. Il y a d'abord des affaires qui le concernent lui directement. Je pense notamment à l'affaire du casino d'Annemasse que vous avez évoquée. Il aurait autorisé l'ouverture d'un casino qui a été par la suite revendu et il aurait touché une part de cet argent pour financer sa campagne européenne en 1999. Là, il sera d'ailleurs, ça fait partie des affaires dans lesquelles il est très directement impliqué et accusé. Il y a d'autres affaires dans lesquelles il est accusé, mais de manière plus lointaine. Je pense notamment à l'affaire pétrole contre nourriture avec ouais. l'Irak, ou Ouais, qui a l'affaire été mondiale, celle-ci. qui Hein, a été une affaire mondiale. ouais, Je pense ouais, aussi à l'affaire Elf Aquitaine pour une ouais, affaire ouais. internationale. Donc, il y a des affaires dans lesquelles il est moins directement concerné tout en étant impliqué. Et puis, il y a des affaires locales, celle que j'évoquais dans laquelle il va mourir avant l'appel, l'affaire de la Fondation Hamon. Donc, il y a tout un tas d'affaires qui coexistent au même moment, avec des jugements de première instance, des appels, un renvoi devant la Cour de justice de la République, ce qui fait qu'il y a un peu une séquence politique de 10 ans, en gros de 2000-2001 jusque les années 2012-2015, où Charles Pasqua va être en permanence devant les tribunaux. Et ça brouille complètement son message politique, parce que qu'en retiennent les Français, les politiques, que Charles Pasqua est dans tout un tas d'affaires, est forcément coupable. Et d'ailleurs, Jean-Jacques Urvoas va inventer, un député socialiste, futur ministre, va inventer un théorème de Pasqua qui voudrait que quand on est emmerdé par une affaire, pardon d'être vulgaire, Oui. ce sont ces mots, il faut créer une affaire dans l'affaire, puis une affaire dans l'affaire de l'affaire, jusqu'à ce que plus personne n'y comprenne plus rien. Et on a parfois un petit peu ce sentiment avec Charles Pasqua, c'est que lui qui s'était toujours tenu à l'écart des affaires, ce qui n'empêche pas son nom d'avoir été déjà cité par le passé. Je pense notamment à une affaire de trafic de cocaïne dans des bouteilles de Ricard dans les années 60, dont je parle dans le livre. On a un peu l'impression d'une mauvaise séquence pour lui, dont il n'arrive pas à se sortir. Et lui-même, d'ailleurs, est persuadé qu'un cabinet noir a agi contre lui. On veut l'empêcher de se présenter aux européennes en 99, puisqu'il fait une liste indépendante du RPR, à l'Élysée en 2002, puisque Charles Pasqua a pensé à être candidat à la présidence de la République et a entretenu le suspense, récoltant même des parrainages, et puis finalement y renonçant au dernier moment. Alors, il avait les parrainages ou pas? Oui, je vous confirme ce soir qu'il avait les Oui, parrainages c'est-à-dire et qu'en qu'il fait, n'a il pas arrive à voulu les déposer. 420 au lieu de 500, et finalement, il n'y va pas. Non, il n'y va pas. Alors, il n'y va pas pour 2 raisons. La première raison est, j'allais dire fraternelle. Oui, je vais garder ce mot. Il a pour Jacques Chirac beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection. Il l'a poussé si loin. C'est trop dur, presque émotionnellement, de le trahir. Et puis, la deuxième raison, elle est politique. Il est persuadé que s'il se présente, il prendra des voix à Jacques Chirac et au RPR. Et d'ailleurs, il écrit à Jacques Chirac que s'il se présente, s'il va jusqu'au bout, il y aura un duel Jospin-Le Pen. Ouais. Bon, prémonitoire, il fallait à l'époque imaginer Jean-Marie Le Pen au second tour. Il pense qu'il va prendre ses voix Oui, surtout que Le Pen est à 7-8% à 3 mois de l'élection. Il est très bas dans les sondages, ouais. et d'ailleurs, les commentateurs journalistiques à l'époque pensent plutôt que si Charles Pasqua se présente, il pourrait prendre des voix à Jean-Marie Le Pen, justement, ou au contraire à Jean-Pierre Chevènement, au nom du camp souverainiste. Ouais. Donc, est-ce qu'on sait comment lui a vécu ces affaires? Est-ce que ça l'a rongé? Est-ce que ça l'a attristé? Ou alors est-ce qu'il est redevenu un combattant à ce moment-là? Non, ça l'a vraiment meurtri, et en particulier après 2006-2007, on sent un homme vraiment abattu. D'abord, il n'y a pas que lui qui est attaqué, il y a aussi son entourage, ses conseillers, Son fils? sa famille, son fils, qui va partir vivre à l'étranger pendant plusieurs années pour échapper à une condamnation. Enfin, il est très, il sent une forme d'acharnement judiciaire et politique à son encontre. Et puis, on ne lui parle plus que de ça. Il n'arrive plus finalement à parler d'autre chose, à parler de politique, parce qu'on le renvoie toujours aux affaires, aux accusations diverses et variées. Et il est enfermé dans ce rôle de condamné. Ouais. Et ça va lui peser
Pas politiquement, parce qu'il va continuer à être présent localement, nationalement, au Parlement européen également, jusque 2004. Mais ça va en tout cas être un poids sur ses épaules, c'est sûr. Ouais, alors, il y a un auditeur qui nous demande, mais je vous pose la question comme il me la pose, est-ce que c'était un faux dur ou un vrai? Hum. Je pense que c'était un faux dur. Parce qu'en réalité, tous les témoignages convergent pour dire que c'était quelqu'un de très gentil, très doux, très simple, qui aimait parler avec monsieur et madame tout le monde. Un de ses derniers collaborateurs, Pierre Monzani, préfet de son État, me racontait qu'à la fin de sa vie, alors qu'il l'accompagnait au Parlement européen, il s'arrêtait souvent dans une gargote sur la route et c'était pas du tout sa circonscription. Il prenait plaisir à Ouais. aller dans les cuisines, saluer les gens et une discussion normale. Ouais. Tiens, alors le steak haché, là, vous le mettez à cuire combien de temps de chaque côté? S'arrêter. Quel âge il a, le petit? Ah, qu'est-ce qu'il mange? Une Ouais. saucisse avec ses frites. C'est quelqu'un qui aimait vraiment le contact humain. Et il s'était enfermé dans un personnage de fils de policier, de détective privé. Il a été détective privé Ouais, au début de ouais, sa vie. ouais, Il s'était vraiment enfermé dans ce rôle qu'il jouait beaucoup. Et je pense d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du sac et de comment il a raconté sa légende sur le sac. Ça en fait partie. Il ouais, raconte cette histoire sur lui-même parce qu'il est persuadé, comme Machiavel, que mieux vaut être craint qu'être aimé. ouais. Alors, on n'aura pas le temps d'aller voir tous les détails, mais il y a par exemple un- à plusieurs reprises l'histoire de Jean-Charles Marchiani, qui a été quand même, on peut dire un héros français, mais qu'on est quand même allé chercher sur des affaires, etc. Donc très proche de Charles Pasqua, hein, bon, les otages du Liban et autres affaires. Il y aura aussi, je suis désolé, mais les auditeurs de Radio Courtoisie devront aller voir dans le livre les relations avec Philippe de Villiers, qui sont que, comme je vous Par le disais tout éclipse. à l'heure, voilà, par éclipse et en même temps, pas aussi longue qu'on l'a cru. Moi, vous voyez, qui ai suivi, qui n'est pas 33 ans comme vous, mais un peu plus, j'avais suivi toutes ces affaires et j'avais dans mon esprit une très longue alliance entre les deux. En fait, ça dure pas très longtemps. Non, c'est l'effet de quelques mois. Alors d'abord, effectivement, Jean-Charles Marchiani, qui m'a aidé pour ce livre, a été un des plus proches collaborateurs de Charles Pasqua, notamment pendant ses passages Place Beauvau. Et vous avez raison de saluer son rôle dans la libération des otages parce que il a été une pièce Et des essentielle de ce pilotes dispositif. en Et des Bosnie. pilotes français en Oui, oui, oui. Bosnie, ensuite sous le mandat présidentiel de Jacques Chirac. Et d'autres vont auprès de Charles Pasqua dans ses différentes aventures de cabinet ministériel jouer un rôle et jouer aussi un rôle de l'ombre en l'aidant dans ses négociations secrètes à l'international. Philippe de Villiers, c'est une autre aventure. C'est d'abord un compagnonnage des idées, puisque Charles Pasqua le soutient discrètement, mais sincèrement, dans sa campagne européenne en 94, alors même qu'il y a un candidat officiel Ouais. RPF-UDF qui est M. Baudis. Ils vont se retrouver, après s'être connus en 92 pendant la campagne de Maastricht, ils vont se retrouver en 99 dans cette campagne européenne où ils vont faire alliance. Et puis très vite, début 2000, les deux hommes vont se fâcher, vont se séparer pour des histoires d'argent, pour des histoires de politique aussi, parce que Alors, on va dire d'argent pour le parti. d'argent pour Hein, le bien parti, bien sûr. sûr, oui, Oui, oui. oui, oui, oui. On parle de questions de financement du parti, qui doit financer, à quelle hauteur, combien payer le congrès, et puis leurs entourages ne s'entendent pas, je le dis sobrement pour ne pas dire se détestent, et eux-mêmes ont une disparité de vision sur ce que doit être leur mouvement. Pour Philippe de Villiers, c'est un mouvement souverainiste de droite. Pour Charles Pasqua, très inspiré par la figure du général de Gaulle, c'est le dépassement des clivages politiques, un rassemblement ni de gauche ni de droite, et il aura d'ailleurs cette espèce de rêve de rassembler les souverainistes des deux rives. Ça va être le grand combat de sa vie Ouais. pendant ces dernières années. Il n'était pas un peu en même temps à la fin de sa vie. Qu'est-ce qu'il aurait fait, lui 2015, il meurt en 2015. Bon, évidemment, tout commence en 2017, mais est-ce qu'il a eu des relations avec le président Macron Non, ou pas que je non? sache. Enfin, le candidat ou ministre Macron à l'époque? Non, pas que je Non. sache. Alors, il avait quitté la vie politique depuis 2012. Il faisait encore régulièrement des émissions télé, des plateaux télé. Il était très engagé à droite, puisqu'il participe au meeting fondateur des Républicains. Il est au premier rang, en présence de Nicolas Sarkozy. Et c'est d'ailleurs Nicolas Sarkozy qui le soutient pendant la primaire de la droite et du centre. Il le dit publiquement. Il lui fait un très beau courrier de soutien que je publie d'ailleurs dans ce livre. Mm. Et donc, tout porte à croire qu'il aurait été, au bout de cette campagne, un électeur Les Républicains fidèle. Après, je ne suis pas là pour dire ce qu'il aurait fait ou pas fait, Enfin, et comme mais vous le dites d'ailleurs à un moment, il aurait été content. Il y avait une primaire.
Il était très content qu'il y ait une primaire parce Ouais. que ça a été le grand combat de sa vie dès les années 1980. En fait, à partir du moment où en 81, il y a 2 candidats, Giscard d'Estaing et Chirac, lui est persuadé que c'est une erreur d'avoir 2 candidats représentant la droite, enfin le centre et la droite à l'élection présidentielle. Et donc il va toute sa vie durant se battre pour qu'il y ait une primaire qui désigne un homme unique et que cet homme unique, ma foi, fasse gagner la droite. Bien, écoutez, Pierre Mananti, merci beaucoup d'être venu. On aurait parlé avec vous en 1 heure de plus, mais on me fait des signes derrière la vitre que c'est terminé, il faut conclure. Je rappelle que vous avez publié chez Passé Composé Charles Pasqua dans l'ombre de la République. C'est un livre instructif qui nous rappelle des souvenirs aux plus anciens, mais qui est passionnant parce qu'on y découvre un autre personnage dont je signale, je ne me rappelle plus si vous le dites, il allait très souvent le 5 mai à la messe en hommage à Napoléon, et son entrée dans l'église était au moins aussi impressionnante que celle du grand chancelier de la Légion d'honneur ou du prince Napoléon. Pierre Mananti, Charles Pasqua dans l'ombre de la République. Je vous donne rendez-vous dans un mois avec un autre historien invité. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup. Je signale que vous avez passé cette journée spécialement à Paris pour nous, et donc les auditeurs de Radio Courtoisie vous en sont gré. C'est avec grand plaisir. Bonne nuit à tous.